Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Guinée équatoriale célèbre les 46 ans de son indépendance ce dimanche 12 octobre. Le président Teodoro Obiang Basogo s'est adressé publiquement samedi. Pour lui, 46 ans, c'est l'âge de la maturité. La présidence camerounaise l'a annoncé ce samedi. 27 otages de Boko Haram ont été relâchés. Parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata au mois de juillet. Elle serait en bonne santé. Et puis le Maroc ouvre les portes de son premier musée national, baptisé Mohamed VI. Il a pour vocation d'exposer 50 années d'œuvres d'art. Sa construction aura duré 10 ans et coûté 9 millions de dollars. Il y a 46 ans, jour pour jour, la Guinée équatoriale accédait à l'indépendance. Samedi, à la veille des célébrations, le président Teodoro Obiang Basogo s'est exprimé face à ses concitoyens. Ambition politique, bilan économique et orientation pour l'avenir. Le président a dressé un état des lieux national. Le point avec notre correspondant Serge Kofi. Le traditionnel discours du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays s'est tenu ce samedi soir. À l'entame de ce traditionnel exercice médiatique, le président Obiang Basogo a rendu hommage au peuple équato-guinéen pour son rôle jugé exemplaire dans tous les processus qui ont conduit le pays à sa stabilité politique, ainsi qu'aux progrès enregistrés dans divers domaines. 46 ans d'indépendance, c'est la maturité, s'est exprimé le chef de l'État équato-guinéen. Pendant ces 15 minutes de discours empreints de pédagogique, Teodoro Obiang Basogo a invité ses concitoyens aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Hemos partido de cero y hemos llevado una ardua lucha. Nous sommes partis de zéro et nous avons entamé une lutte ardue de 46 ans pour atteindre le développement que nous connaissons. Malgré les progrès accomplis, cela n'est pas l'accumulation aux aspirations de bien-être total auquel a droit le peuple de la Guinée équatoriale. Pour cela, j'invite le peuple au patriotisme qui constitue le premier élément qui doit caractériser tout citoyen afin de se sentir lié au défi de contribuer au développement de la nation. De sentirse ligado a la tarea de contribuir al desarrollo de la nación. Autre temps fort de ce discours, l'appel au dialogue avec l'opposition. Un dialogue dans lequel les forces politiques tant de l'intérieur que de l'extérieur devraient participer. La baisse des recettes pétrolières en 2013 a fait entrer le pays dans une phase de récession. La croissance du pays a été négative, soit moins 1,4% en 2013, et elle devrait selon les prévisions le rester en 2014. Encore une fois, le président de la République appelle à une adhésion du plan de diversification économique Horizon 2020. Le plan de développement Horizon 2020, orienté vers la diversification de l'économie nationale, l'industrialisation et l'utilisation de nouvelles technologies pour le développement de l'autosuffisance nationale, nécessite que le secteur privé se mobilise afin de réaliser notre aspiration à permettre à la Guinée équatoriale d'émerger économiquement d'ici à l'horizon 2020. Pour cela, nous avons besoin de l'adhésion de tous. Cette année, les festivités du 46e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale auront lieu dans la ville de Bébéine, située dans le nord-est de la région continentale, à la proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Un défilé militaire est prévu dans la ville ce dimanche en présence de nombreux invités. J-12 pour l'élection présidentielle du Botswana. Le président sortant et leader du Parti démocratique botswanais, Kamayan Kam, s'est montré confiant. Il faut dire que certains partis d'opposition ont récemment apporté leur soutien au parti au pouvoir. Face à lui, deux autres candidats, Douma Boko pour le Parti du changement démocratique et Dumolang Saleh Chando pour le Parti du Congrès. À noter que les membres du Parlement seront renouvelés le même jour, le 24 octobre 2014. 7 pays touchés, 8 399 malades diagnostiqués et 4 033 morts recensés. L'Organisation mondiale de la santé a fourni le 10 octobre son dernier bilan du virus Ebola. Face à la propagation éclair de la maladie, les Nations Unies ont appelé à une action pour stopper l'épidémie. Les précisions de Marina Vanier. Du Libéria aux États-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus.
Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux États-Unis. Pour le président guinéen Alpha Condé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Bon, nous sommes très heureux qu'il y ait la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale, mais il faut qu'elle soit concrétisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Oui, aucun changement à l'ordre du jour. Dans le calendrier, c'est la réponse formulée par la Confédération africaine de football aux autorités marocaines. Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, qui avait en effet demandé à reporter la compétition à cause de la propagation du virus. La CAF qui précise toutefois que la demande marocaine sera traitée lors de la prochaine réunion du comité exécutif le 2 novembre à Alger. Pour rappel, la compétition doit se dérouler du 17 janvier au 8 février 2015. 27 otages camerounais et chinois ont été libérés et parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata près de la frontière nigériane au mois de juillet par le groupe terroriste Boko Haram. Les ouvriers chinois avaient été kidnappés au mois de mai dans la région de Ouaza au nord du Cameroun. Le point avec Anan Faro. La nouvelle a été annoncée par le président camerounais Paul Biya sur les antennes de la radio d'État. 27 otages de la secte Boko Haram ont retrouvé la liberté. Ce samedi matin, un avion militaire spécialement affrété pour la cause a décollé de Maroua dans l'extrême nord du pays, une zone où la secte nigériane sème la panique chez les habitants. C'est déjà une excellente nouvelle de savoir que les otages ont été libérés. Ceci permet à l'opinion nationale de retrouver une confiance envers les autorités politiques et militaires du pays. Mais également, cela réconforte la communauté internationale, notamment les investisseurs étrangers au Cameroun, de faire confiance aux forces de sécurité et de défense du Cameroun. Les otages libérés, des Camerounais et des Chinois, avaient été enlevés en mai et juillet dernier. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali est également saine et sauve. On ignore pour le moment si une rançon a été versée pour libérer les otages. Les autorités politiques et militaires se sont certainement rendues compte que la voie de la négociation, la voie de la diplomatie peut aussi porter, parce qu'on ne libère pas les otages par la puissance militaire, par la puissance de feu. On obtient la libération des otages par la négociation, par la diplomatie. Et donc, sur ce plan, oui, je pense que c'est une victoire politique et même militaire sur la situation sécuritaire dans le septentrion. Malgré la libération de ces 27 otages, la situation reste tendue dans le nord du Cameroun. Ce lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette attribuée à Boko Haram. C'est une grande première culturelle pour le royaume chérifien. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat vient d'être inauguré par le roi du Maroc. Première exposition 1914-2014, 100 ans de création qui retrace un siècle d'art pictural marocain. Un événement attendu par les Marocains, comme nous le montre ce sujet de Marina Vanier. Commentaire Ibra Radjinjaï. 60 ans après son indépendance, le Maroc inaugure son premier musée national. Baptisé Mohamed VI, cette institution d'art moderne a coûté 9 millions de dollars. Le musée abritera en permanence des expositions temporaires. Au détour des façades, on peut apercevoir un auditorium, des laboratoires de conservation et un centre d'éducation. Après 10 années d'attente, ce joyau architectural scintille au cœur de Rabat, au grand bonheur des artistes. Nous avons réclamé et attendu ce musée pendant des décennies. Aujourd'hui, il est ouvert à Rabat, la capitale du royaume du Maroc. Je crois que ce sera une porte d'entrée importante pour l'art contemporain et également pour le Maroc contemporain. Contemporain, le musée Mohamed VI l'est, avec ses 300 œuvres réparties sur 4 sections, notamment la génération des années 1950 et les développements en cours depuis l'an 2000, le tout sur des fondations avant-gardistes. Un bâtiment moderne, pourtant il est contemporain. Et c'est là toute la difficulté du message, parce que le musée n'est pas un plagiat, n'est pas un style néo, c'est un musée, un bâtiment qui reprend des éléments d'architecture traditionnelle, qui les recompose ensemble avec une nouvelle écriture.
Pour accueillir un grand nombre de visiteurs, l'entrée à l'exposition sera gratuite pendant au moins un mois. Après cette période, il faudra débourser pas plus de 10 dirhams. Le Maroc accueille également sa bibliothèque nationale et comptera d'ici fin 2015 2000 nouveaux sièges de théâtre moderne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.